En 2002, pour la confrontation finale entre Spider-Man et le Bouffon Vert, Sam Raimi retire presque tout ce qu'on attend d'un combat de super-héros. Il ne filme pas un héros invincible, il filme Peter Parker, un gamin qui se fait démolir par un adulte. Pas de musique héroïque, ni de blagues pour casser la tension, juste de la poussière, du sang et un masque qui tombe en lambeaux. Aujourd'hui, plusieurs décennies après, les films de super-héros n'ont jamais été aussi nombreux. Alors ça va, on s'éclate? Mais filmer la violence comme ça, sans musique, avec une élégance brute, c'est devenu extrêmement rare. Et 20 ans après, quand un film de super-héros ose à nouveau le faire, la violence redevient un choc. Et pourtant, c'est ce Spider-Man qui a changé le cinéma de super-héros. Alors comment un film aussi humain a-t-il pu ouvrir la voie à une industrie qui semble parfois avoir oublié ce qui le rendait si vivant? Pourquoi ce Spider-Man n'existe plus? Mais qui êtes-vous? Vous savez qui je suis. Je le sais. Votre fidèle serviteur, l'araignée. Ah pardon, vous êtes là? Avant de revenir sur le premier film consacré à Spider-Man au cinéma, il faut bien sûr revenir sur la naissance du personnage dans les comics. Au cas où vous ne le saviez pas. Spider-Man apparaît pour la première fois en août 1962. Il est créé par Stan Lee et Steve Ditko pour Marvel. C'est Ditko qui dessine le personnage et définit une grande partie de son apparence, de ses mouvements et de son univers. Et l'idée est assez nouvelle pour l'époque puisque cette fois, Peter Parker, l'adolescent, ne sera pas l'assistant d'un héros adulte, ce sera bien lui le héros. Un lycéen timide, fauché, mal dans sa peau, avec des problèmes de famille, d'argent et de cœur. Voilà la définition de Spider-Man lorsqu'il apparaît pour la première fois dans les comics Marvel. Et c'est cette proximité avec les lecteurs, le fait que tout le monde puisse se reconnaître en lui, qui va faire de ce héros l'un des plus populaires chez Marvel. Mais il faudra tout de même attendre 40 ans pour que le cinéma parvienne enfin à lui donner vie. Alors abonnez-vous, laissez un like si le sujet vous plaît, et c'est parti pour l'histoire du Spider-Man de Sam Raimi. Qui je suis? Vous êtes sûr que vous voulez le savoir? L'histoire de ma vie n'est pas faite pour les âmes sensibles. Pendant près de 15 ans, Spider-Man n'est pas un projet de cinéma. C'est un dossier toxique que les avocats se renvoient comme une patate chaude. Tout commence en 1985. Cannon Films rachète les droits à Marvel pour 225 000 $. Problème, les producteurs n'ont aucune idée de qui est Spider-Man. Ils s'imaginent un film de monstre façon loup-garou et engagent alors Tobe Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, pour raconter l'histoire d'un jeune photographe transformé en tarentule humaine par un savant fou. Stan Lee découvre le projet, déteste cette version horrifique et exige que tout soit réécrit. Spider-Man échappe une première fois au carnage, mais il n'échappe pas à la faillite de Cannon. Pour trouver de l'argent, le producteur Menahem Golan vend alors le personnage en pièces détachées, la télévision chez Viacom, la vidéo chez Columbia et le cinéma chez Carolco. Spider-Man appartient désormais un peu à tout le monde, donc en réalité, il n'appartient plus vraiment à personne. Au début des années 90, James Cameron reprend le projet avec une approche beaucoup plus adulte. Son scénario imagine alors un Peter Parker plus tourmenté, des dialogues très crus, des lance-toiles organiques et une scène de sexe avec Mary Jane sur le pont de Brooklyn. If you can do anything you want and nobody can stop you, and you're 17 years old, you better have a pretty good value system or you better find one. Pour le rôle principal, Cameron pense alors à Leonardo DiCaprio. Mais Carolco s'effondre à son tour. Dans le milieu des années 90, les contrats se contredisent, les producteurs s'attaquent en justice et Cameron finit par lâcher l'affaire pour aller tourner Titanic.
Il faut attendre 1999 pour que Marvel, à peine sorti de la faillite, récupère les droits du personnage et les vende à Sony pour 7 millions de dollars. Mais récupérer les droits ne suffit pas, il faut encore transformer près de 40 ans de comics en un seul scénario. Sony confie cette tâche à David Koepp, déjà scénariste de Jurassic Park et Mission Impossible. Il s'appuie sur le long traitement de James Cameron, dont il conserve notamment l'idée des toiles organiques, puis se replonge dans les histoires de Stan Lee et Steve Ditko. Le scénario sera officiellement crédité à son seul nom. Plutôt que d'adapter un numéro précis, Koepp rassemble plusieurs éléments fondateurs du personnage. Il reprend d'ailleurs l'origine racontée dans Amazing Fantasy numéro 15. L'adolescent rejeté, la morsure, le combat de catch, le voleur qu'il laisse s'enfuir et la mort de l'oncle Ben. Puis il choisit comme adversaire principal le bouffon vert, apparu dans The Amazing Spider-Man numéro 14. Mais le scénario ne se contente pas d'aligner les références, il resserre toute l'histoire autour de la vie de Peter. Norman est le père de son meilleur ami. Harry devient à la fois son ami et son rival amoureux. Et Mary Jane représente tout ce qu'il désire, mais aussi tout ce que son existence de héros risque de lui faire perdre. Le combat entre Spider-Man et le bouffon ne reste donc jamais extérieur à Peter. Il menace directement son amitié, son amour et la famille auprès de laquelle il espérait trouver sa place. Le film possède désormais un studio, un scénario, mais reste encore à trouver celui qui saura lui donner vie. Tu te sens mieux ce matin? Il y a du changement? Du changement? Ouais. Monumental. Sony envisage alors plusieurs réalisateurs, comme Tim Burton, Roland Emmerich, Chris Columbus, M. Night Shyamalan, Ang Lee et même David Fincher. Fincher propose d'ailleurs une approche radicale. Il ne veut pas s'attarder sur la morsure, la découverte des pouvoirs ou la mort de l'oncle Ben. Les origines auraient été expédiées en quelques minutes avant de plonger directement dans la mort de Gwen Stacy. Sony refuse. Puis Sam Raimi commence à s'intéresser sérieusement au projet. En 2000, tout le monde le connaît surtout pour Evil Dead, mais réduire Raimi à la série B-gore, c'est passer à côté de toute sa filmographie. Il a déjà inventé son propre super-héros avec le film Darkman, tourné un western avec mort ou vif, et prouvé avec un plan simple qu'il savait filmer des hommes ordinaires rongés par leurs propres décisions. Raimi sait envoyer une caméra à travers une fenêtre, mais il sait aussi filmer ce qu'il reste une fois la fenêtre brisée. Son agent le prévient pourtant, il n'est pas le favori du studio. Raimi défend alors sa vision pendant près d'1 heure. Il parle de son amour d'enfance pour Spider-Man, mais surtout de Peter Parker, de ses échecs, de ses histoires d'amour et de sa culpabilité. Au bout d'1 heure, Raimi s'arrête. Il estime avoir suffisamment défendu sa vision. Chez Sony, une chose devient alors très claire. Aucun autre candidat ne semble aimer Peter Parker autant que lui. En janvier 2000, Sam Raimi décroche finalement le poste de réalisateur. Pour incarner Peter, Sony envisage d'abord des acteurs plus immédiatement identifiables comme Jude Law, Heath Ledger, Ewan McGregor ou Freddie Prinze Jr. Tobey Maguire, lui, vient principalement du cinéma indépendant. Une voix douce, une diction hésitante, un visage plutôt fermé, rien qui ressemble au choix évident pour un blockbuster de cette envergure. Mais Raimi l'a vu dans le film L'œuvre de Dieu, la part du diable, et il sait qu'il tient son Peter Parker. Il ne cherche pas un acteur qui ressemble déjà à un super-héros avant d'enfiler le costume. Il cherche un garçon qui donne l'impression de se faire écraser par la vie. Sony veut tout de même vérifier qu'il peut tenir une scène d'action. Maguire tourne un essai physique face à plusieurs adversaires. Sous ses airs de garçon timide, il révèle un corps plutôt sec et une colère contenue beaucoup plus sombre que prévu. Le studio finit alors par céder. Quand Peter baisse les yeux ou s'excuse presque d'occuper sa place, son corps raconte déjà toute sa vie. Le costume rouge et bleu ne va pas transformer un homme sûr de lui, il va engloutir un gamin qui ne sait déjà pas quoi faire de son propre corps. En janvier 2001, le tournage peut commencer. Encore faut-il fabriquer ce costume, et pas question de poser simplement un pyjama rouge et bleu sur Tobey Maguire. Sa conception prend alors 6 mois. Les lentilles sont sculptées à la main, les toiles argentées sont elles placées en relief pour accrocher la lumière. Chaque ligne doit dessiner la silhouette sans transformer Spider-Man en déguisement de carnaval. Mais une fois le masque posé, un autre problème apparaît. On ne voit plus Tobey Maguire. Plus de bouche, plus de regard, ni aucune expression de visage. Le défi n'est donc pas seulement de faire voler Spider-Man. Il faut continuer à filmer Peter Parker alors qu'il vient de disparaître sous le costume. Tout passe alors désormais par le corps, la position des épaules, l'inclinaison de la tête, la façon de retomber après un saut ou d'hésiter avant d'avancer.
Même masqué, il doit rester ce garçon maladroit du fond du bus. Reste une question très concrète, comment faire évoluer Spider-Man entre les immeubles sans donner l'impression de regarder un jeu vidéo ? Sam Raimi vient du cinéma, des effets pratiques. Mais le superviseur John Dykstra le convainc qu'aucun cascadeur suspendu à un câble ne pourra reproduire les mouvements du personnage. Il faudra forcément créer un double numérique. Les balancements sont alors pensés comme un véritable mouvement de pendule. Spider-Man chute sous son propre corps, gagne de la vitesse, tend sa toile et repart dans une autre direction. Il ne flotte jamais, mais donne l'impression de lutter en permanence contre la gravité. La complexité des effets fait alors passer le budget prévu de 70 à environ 100 millions de dollars. Pour autant, Raimi ne bascule pas dans le tout numérique. Le plan où Peter rattrape Mary Jane et tout son plateau repas est d'ailleurs tourné sans effet numérique. Waouh! Pas mal les réflexes. Il aura nécessité 156 prises et 16 heures de tournage pour seulement quelques secondes à l'écran. Ce contraste résume bien la méthode de Sam Raimi. Le numérique sert d'abord à faire voler Spider-Man, mais dès qu'il faut retrouver Peter Parker, il revient au corps de Tobey Maguire. Sony fait construire plusieurs décors en Californie, notamment la maison des Parker, l'arène de catch et une partie de Times Square. Même l'araignée qui mord Peter est bien réelle. C'est une Streatoda grossa, maquillée en rouge et bleu pour lui donner cette apparence d'un spécimen génétiquement modifié. Raimi cherche constamment à mélanger trucage concret et effets numériques. Pour le baiser sous la pluie, Tobey Maguire reste suspendu, la tête en bas, tandis que l'eau s'infiltre dans son masque et l'empêche presque de respirer. Spider-Man et le bouffon vert doivent même être filmés séparément, l'un devant un écran vert, l'autre devant un écran bleu, pour éviter que leurs costumes disparaissent dans les incrustations. Le résultat est suffisamment convaincant pour que certains dirigeants de Sony croient voir Tobey Maguire effectuer lui-même ses cascades. Après plusieurs mois en Californie, l'équipe tourne également à New York, notamment autour du Queensboro Bridge, du Rockefeller Center et du Flatiron Building qui devient le Daily Bugle. Le tournage s'achève à l'été 2001. En post-production, c'est Danny Elfman qui donne au film son autre grande signature. Sa musique mélange l'élan héroïque, le vertige et une forme de mélancolie. Elle ne fait pas seulement entendre Spider-Man, mais elle laisse toujours Peter Parker derrière le masque. La technique permet désormais de faire voler Spider-Man. Reste encore à convaincre le public qu'un homme habillé en rouge et bleu peut être pris au sérieux. Sûrement une espèce de travelot, c'est sûrement un barjot. C'est un ringard, je déteste ce type. Un type avec 8 mains. Excitant. Il a ce collant génial et ça lui serre les... Ça paraît presque absurde aujourd'hui, mais en 2002, faire un costume fidèle aux comics, c'était un risque énorme. C'est simple, dès qu'un super-héros ressemblait trop aux comics d'origine, les studios paniquaient à l'idée que le public trouve ça ridicule. Et cette peur, parce qu'il va bien falloir qu'on en parle, elle vient en grande partie d'un seul film. En 1997, le naufrage de Batman et Robin ne tue pas les films de super-héros, comme on aurait pu le penser, mais il rend leur esthétique toxique. Les costumes colorés, les gadgets en plastique, le kitsch et le premier degré deviennent synonymes de ringardise. Le film voulait être un comic book vivant, mais il finit par convaincre Hollywood qu'au cinéma, une bande dessinée ne doit surtout plus en avoir l'air. I freeze. I'm Batman. Pour éviter le ridicule, les studios vont donc supprimer les couleurs. En 1998, Blade trouve la première sortie de secours. Le film plonge le héros Marvel dans l'horreur urbaine, le cuir noir et une violence clairement destinée aux adultes. Un an plus tard, c'est Matrix qui finit par imposer le noir comme nouveau code du cinéma cool. Et quand X-Men débarque en 2000, le film va jusqu'à plaisanter sur les costumes jaunes des comics. You actually go outside in these things? What would you prefer? Yellow spandex? Le message est clair, les super-héros peuvent revenir au cinéma à condition de laisser leur couleur au vestiaire. Puis Sam Raimi arrive, du rouge vif, du bleu éclatant, de grands yeux blancs, aucune excuse et zéro pudeur. Raimi ne cherche jamais à faire oublier que Spider-Man vient d'un comic book. Il met d'ailleurs cette grammaire partout à l'image. Certaines poses de Tobey Maguire semblent sorties directement des planches de Steve Ditko et John Romita. Les couleurs claquent, les zooms sont énormes et certains mouvements de caméra donnent presque l'impression de passer d'une case à l'autre. Le film ne cherche jamais à rendre l'existence d'un homme araignée réaliste. Il cherche par contre à rendre Peter Parker crédible.
Un milliardaire peut discuter avec son reflet, une femme peut embrasser un homme suspendu, la tête à l'envers, un héros peut traverser Manhattan au bout d'une toile. Tout fonctionne à condition de croire à leur peur, à leur honte ou à leur désir. Rémi assume tout, le romantisme, l'horreur, le burlesque, les sentiments parfois énormes. Il ne se place jamais au-dessus de ses personnages pour rire d'eux. En 2002, ce premier degré tranche tout simplement avec tout ce que le genre venait de faire pour paraître plus respectable. Puis l'histoire finit par rattraper brutalement le film. Lorsque les attentats frappent New York le 11 septembre 2001, le tournage principal est terminé et Spider-Man se trouve alors en pleine post-production. Sony retire immédiatement le teaser dans lequel un hélicoptère restait prisonnier d'une toile entre les deux tours du World Trade Center. L'affiche où les tours se reflètent dans les yeux du masque disparaît elle aussi. Certaines séquences sont alors retournées et un plan des tours est supprimé. Spider-Man a été tourné dans un monde, mais achevé dans un autre. Quand le film sort, New York n'est plus seulement un décor. Alors quand les habitants du pont lancent tout ce qu'ils trouvent sur le bouffon vert pour défendre Spider-Man, la scène résonne forcément autrement en mai 2002. Pendant quelques secondes, ce n'est plus le héros qui protège la ville, c'est bien la ville qui protège son héros. Fais ton choix! Sony s'attend à un succès, mais personne n'est prêt pour ce qui va suivre. Le 3 mai 2002, Spider-Man sort enfin aux États-Unis. En 3 jours, il rapporte 114,8 millions de dollars. C'est la première fois qu'un film franchit la barre des 100 millions en un seul week-end. En France, il sort le 12 juin et attire près d'1,9 million de spectateurs dès sa première semaine. Au total, plus de 6,4 millions de Français se déplaceront pour le découvrir au cinéma. Un véritable phénomène de société. Dans le monde, Spider-Man dépasse les 800 millions de dollars et termine 3e du box-office de l'année, derrière Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, et Harry Potter et la Chambre des Secrets. Les critiques de l'époque saluent le spectacle, mais aussi le cœur du film et l'interprétation de Tobey Maguire. Le public, lui, transforme Spider-Man en phénomène mondial. Ce week-end-là, Hollywood comprend alors qu'un super-héros peut battre tous les records et porter à lui seul l'un des plus grands films de l'année. L'ère des super-héros au cinéma vient véritablement de commencer. Et pourtant, ce qui fait tenir le film, ce n'est pas seulement le costume ou les effets spéciaux, c'est bien Peter Parker. Spider-Man, c'est le rêve de beaucoup d'ados, et quand ce film sort, je suis presque déjà trop âgé finalement pour l'apprécier. J'avais une vingtaine d'années quand le film sort au cinéma. Je suis presque déjà trop vieux finalement pour vraiment kiffer Spider-Man au cinéma. Heureusement, j'avais pu le découvrir avant en comics. Avant le Spider-Man de Sam Raimi, vraiment les super-héros n'avaient pas du tout la même gueule. Et on était surtout habitués aux super-héros d'ici, mine de rien. On n'avait pas eu de Marvel, on venait à peine de découvrir X-Men de Bryan Singer. Le premier n'avait pas été non plus un énorme choc au cinéma. C'est X-Men 2 qui après va franchement vraiment ouvrir les vannes clairement aux super-héros. Mais à cette époque-là, déjà que les comics n'étaient pas forcément très populaires en France, on peut dire que Marvel, quasiment personne ne connaissait les super-héros Marvel, en tout cas au cinéma, début des années 2000. Spider-Man, c'est le rêve de beaucoup d'ados parce que beaucoup peuvent se reconnaître en lui, en tout cas quand on n'est pas très populaire, parce que Peter a très peu d'amis, il a aucune confiance en lui, et il ne sait pas encore vraiment ce qu'il veut faire de sa vie, ce qui honnêtement, à l'âge de 15 ans, est quasiment le cas de tout le monde. On a été nombreux à se reconnaître en lui à cet âge-là, et je pense aussi que c'est pour ça qu'il parle toujours autant aux nouvelles générations. Parce que finalement, même si l'époque a changé, les problèmes restent les mêmes, voire c'est pire maintenant. Parce qu'au fond, on a tous été, à un moment de notre vie, un peu Peter Parker. Arrêtez le bus! Arrêtez le bus! Arrêtez le bus! C'est même pas la peine d'y penser. Le film commence d'ailleurs sur Mary Jane. Peter n'est même pas encore dans le cadre. Il n'est qu'une main qui frappe contre la vitre du bus pendant que la caméra regarde déjà la fille qu'il aime. Dès la première scène, Rémi refuse sa place dans le monde. Peter Parker est spectateur de sa propre vie. Avant la morsure, il ne veut pas sauver New York. Il voudrait simplement arrêter d'être invisible. Peter court derrière le bus pendant que les autres se marrent. On le pousse dans les couloirs sans même le regarder. Devant Mary Jane, qu'il connaît depuis l'enfance, ses mots restent bloqués. Son corps se replie, ses épaules tombent. Bref, il prend le moins de place possible. J'ai lu toute votre étude sur la nanotechnologie, vraiment remarquable. Et vous avez tout compris? Oui, j'y ai même consacré un article. Vos parents doivent être très fiers de vous.
Je vis avec ma tante et mon oncle, ils sont fiers. Norman Osborn semble lui pourtant posséder tout ce qui manque à Peter. L'argent, l'autorité, une entreprise qui porte son nom, mais il est déjà sur le point de tout perdre. L'armée exige des résultats immédiats. Si le sérum d'Oscorp n'est pas prêt, le contrat partira chez un concurrent. Norman sait pourtant que les premiers tests ont provoqué de la violence et de la folie. Mais plutôt que d'admettre son échec, il devient lui-même le cobaye. Après 40 000 ans d'évolution, nous commençons à peine à effleurer l'immensité du potentiel humain. Avec Harry, c'est exactement la même chose. Il ne parle pas vraiment à son fils. Il évalue ses résultats, ses fréquentations et tout ce qu'il déçoit chez lui. Il montre même parfois davantage d'admiration pour Peter, brillant et travailleur, que pour son propre fils. Peter veut enfin compter, Norman lui refuse de perdre ce qu'il possède, mais aucun des deux ne supporte de se sentir impuissant. Quand les pouvoirs arrivent chez Peter, Raimi ne filme pas d'abord un miracle, il filme une crise. La fièvre, la sueur, le corps secoué pendant la nuit, les cellules qui mutent sous la peau. Au réveil, Peter découvre une vue parfaite et un corps transformé en quelques heures. C'est un fantasme adolescent plutôt simple, s'endormir avec le corps qu'on déteste et se réveiller avec celui qu'on aurait toujours voulu. Puis le film bascule dans la comédie physique. Peter colle aux objets, il rattrape Mary Jane et son plateau sans comprendre comment, et son corps esquive les coups avant même qu'il ait le temps d'y penser. Sur le toit d'un immeuble, il teste toutes les positions possibles pour déclencher ses toiles. Raimi passe de la mutation inquiétante à la comédie sans casser son personnage. Son corps a changé, mais Peter reste le même gamin maladroit. Chez Norman, en revanche, il n'y a rien de drôle. La transformation se déroule dans une cabine de verre, sous une lumière froide. Le gaz se répand, son rythme cardiaque s'emballe et son corps se tord jusqu'à perdre tout contrôle. Lorsque la cabine s'ouvre, Norman tue alors le docteur à main nue. Remanie la formule. Le sérum ne crée pas son orgueil ou sa violence. Il supprime simplement ce qui les retenait encore. Le casque du bouffon vert ne permet presque aucune expression. Tout repose donc sur Willem Dafoe et son jeu de regard. Dans la scène du miroir, un changement de voix, un sourire et un regard différent suffisent pour passer de Norman au bouffon. Le casque donne une silhouette au personnage et Dafoe lui donne tout son visage. Peter et Norman viennent tous les deux de recevoir ce qui leur manquait, la force nécessaire pour ne plus subir. Mais cette force ne rend pas Peter meilleur pour autant. Face à Flash, il découvre le plaisir d'être enfin celui que personne ne peut bousculer. Norman, lui, se réveille après avoir tué un homme sans même s'en souvenir. À ce stade, le pouvoir ne les a pas encore départagés. Il leur donne simplement les moyens de répondre à leur frustration. La différence va se jouer quelques minutes plus tard, quand Peter aura enfin l'occasion d'agir et choisira de ne rien faire. Peter ne devient pas Spider-Man au moment où l'araignée le mord. Il le devient le soir où il comprend que ne rien faire peut tuer quelqu'un. Au départ, Peter ne cherche pas à sauver qui que ce soit. C'est encore un lycéen fauché, à la recherche d'un petit boulot qui espère surtout attirer l'attention de Mary Jane. Quand il la voit monter dans la voiture de Flash, il s'imagine qu'avec 3000 $ et quelques chevaux sous le capot, elle le regardera peut-être autrement. Peter voit surtout ses pouvoirs comme un moyen d'obtenir enfin ce qu'il voulait. Sur le ring, il découvre sa force, l'appât du gain, mais surtout le regard des autres. Pour la première fois, une foule entière scande son nom. Spider-Man existe déjà comme attraction alors que le héros, lui, n'existe toujours pas. Peter possède des pouvoirs, un pseudo et un costume, mais pour l'instant, il ne pense qu'à ce qu'ils peuvent lui apporter. J'ai besoin de ces 3000 $. J'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème. Après le combat, le promoteur ne lui remet que 100 $ au lieu des 3000 promis au vainqueur. Lorsqu'un voleur surgit avec la recette, Peter pourrait l'arrêter en tendant simplement le bras. Mais il vient d'être humilié et décide que pour une fois, quelqu'un d'autre paiera. Il le laisse partir et renvoie au promoteur sa propre phrase. Ce n'est pas son problème. Je comprends pas, t'aurais pu l'écraser ce mec. J'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème. Quelques minutes plus tard, Peter retrouve la voiture de son oncle. Ben a été abattu. Peter part alors à la poursuite du meurtrier, fou de rage. Il le rattrape dans un entrepôt et découvre son visage.
Il reconnaît immédiatement l'homme qu'il vient de laisser partir. Peter ne pouvait pas savoir ce qu'allait se produire, il n'a pas tué son oncle. Mais il sait qu'il aurait pu arrêter celui qui l'a fait. Peter n'a pas utilisé ses pouvoirs pour provoquer la mort de Ben. Il lui a suffi de ne pas les utiliser. Le voleur meurt à son tour, mais rien n'est réparé. Peter peut désormais grimper au mur et soulever une voiture, mais ses pouvoirs ne lui permettront jamais de revenir quelques minutes en arrière. À partir de là, le costume change de sens. Il ne sert plus à gagner de l'argent ou à attirer de l'attention. Il devient la réponse de Peter à ce qu'il a fait dans ce couloir. La phrase de Ben, « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », ne devient donc pas une simple devise héroïque. Peter l'a rejetée quelques heures avant sa mort. Elle revient maintenant comme une accusation. Sa responsabilité ressemble un peu à une dette qu'il ne pourra jamais rembourser. Il peut sauver une personne, 10, voire la ville entière, mais Ben restera toujours mort. Alors désormais, lorsqu'il pourra intervenir, Peter ne s'écartera plus du chemin. C'est Spider-Man! Reste pas là, petit. Mais agir a aussi un prix. Tante May est attaquée chez elle. Mary Jane est enlevée et suspendue au-dessus du vide. Le masque devait protéger l'identité de Peter, mais à mesure que Norman comprend comment l'atteindre, tous ceux qu'il aime deviennent des cibles. C'est ce qui rend d'ailleurs le combat final si brutal. Norman ne cherche plus seulement à battre Spider-Man, il menace directement Mary Jane et Tante May pour le pousser à bout. MJ et moi, on va s'éclater, ça va être mortel. Peter se bat désormais avec la peur de perdre encore quelqu'un à cause de lui. Et quand Mary Jane lui offre enfin ce qu'il désirait depuis le début du film, Peter refuse. Je peux pas. Pas parce qu'il ne l'aime pas, mais parce qu'il vient de découvrir que cet amour pourrait lui coûter la vie. Chez Rémi, la responsabilité devient presque une sorte de hantise. Peter ne peut plus imaginer son bonheur sans revoir Mary Jane tomber d'un pont ou Tante May attaquer chez elle. Son choix est alors protecteur, mais il ressemble aussi à une punition. Peter s'interdit la vie qu'il désirait parce qu'il ne croit plus pouvoir la vivre sans mettre quelqu'un d'autre en danger. Le film ne récompense pas son héros. Spider-Man a sauvé New York, mais Peter Parker, lui, repart tout seul. Sam Raimi avec Spider-Man vient de donner à Hollywood le mode d'emploi des films de super-héros pour les décennies suivantes. Le problème, comme souvent d'ailleurs, c'est qu'Hollywood va surtout copier ce qui se voit, et beaucoup moins ce qui faisait vraiment tenir le film. Mais il est une chose qu'ils aiment plus encore qu'un héros. C'est voir un héros échouer, chuter, mourir au combat. En dépit de tout ce que tu as fait pour eux, ils finiront par te détester. Après le record de Spider-Man, les adaptations de comics se multiplient. Chaque studio veut désormais sa licence et sa franchise capable d'alimenter plusieurs suites. La formule se répand partout. Une origin story, un héros plutôt jeune, un méchant lié à sa vie privée et une ville entière transformée en terrain de jeu. Mais aucun de ces éléments ne suffit à expliquer pourquoi le film de Sam Raimi reste aussi important 24 ans plus tard. Le premier Spider-Man est souvent très drôle. Peter essaye ses toiles en multipliant les poses et les formules magiques. Au lycée, il découvre ses nouveaux réflexes dans des scènes de comédie, et chacune ou presque des apparitions de Jonah Jameson devient instantanément culte. L'ennui, c'est que vous ne faites confiance à personne. Mais si, à mon barbier. Minable, 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 méga minable. Monsieur, votre femme dit que le carrelage que vous vouliez pour l'entrée n'est plus en stock. Dites-lui qu'on mettra un tapis. L'humour fait partie du film, mais Raimi sait quand il doit s'arrêter. Quand Ben meurt, ou quand Norman fracasse Peter contre un mur, aucune blague ne vient détendre l'atmosphère. Le film peut être burlesque une minute, tragique la suivante, sans utiliser l'un pour annuler l'autre. Raimi ne supprime pas l'humour, mais il ne balance pas une blague dès qu'une scène devient trop grave. Raimi filme du grand spectacle, mais on sent toujours les coups. Ces combats se déroulent sur un pont, un toit ou dans un bâtiment abandonné. L'action reste toujours lisible, on comprend qui frappe, qui souffre et ce que chaque coup provoque. Raimi filme toujours à hauteur d'homme, mais lorsque les personnages volent, on comprend aussi leur trajectoire, l'espace qui les entoure et la violence de chaque impact. Les coups laissent des marques, les costumes se déchirent et Peter finit épuisé, couvert de sang. Le numérique ne remplace jamais la dimension physique du film. Les versions suivantes ont pris d'autres chemins, mais cette combinaison précise est devenue rare, un blockbuster capable de passer de l'horreur au burlesque et du grand spectacle au mélodrame, sans chercher à tout lisser. Un héros dont la plus grande force naît d'une faute, et une victoire qui ne lui rend jamais la vie dont il rêvait. Peter.
suis là, oncle Ben. Depuis 2002, Spider-Man a changé plusieurs fois de visage. Pour toute une génération, ça restera bien sûr Tobey Maguire, un Peter timide, maladroit, souvent dépassé qui découvre ses pouvoirs en même temps que ce qu'ils vont lui coûter. 10 ans plus tard, Andrew Garfield en a proposé une version plus nerveuse et insolente, mais tout aussi marquée par la perte et la culpabilité. Et pour beaucoup de spectateurs, c'est lui leur Spider-Man. Tom Holland l'a ensuite fait entrer dans un univers beaucoup plus vaste. Il a combattu avec les Avengers, voyagé dans l'espace et affronté des méchants issus du multivers. Pour une nouvelle génération, Spider-Man n'était plus un héros du passé. Il était au centre du plus grand spectacle hollywoodien de son époque. Puis, Miles Morales a prouvé que Spider-Man pouvait changer de visage, de culture, de style, et même ne plus s'appeler Peter Parker. Les films d'animation ont aussi ouvert le personnage à une infinité de versions, sans jamais perdre ce qui le rend immédiatement reconnaissable. Et dans les jeux vidéo, des millions de joueurs ont pu faire quelque chose que le cinéma leur promettait depuis le début, enfiler eux-mêmes le masque et se balancer au-dessus de New York. Aujourd'hui, chacun ou presque a son Spider-Man. Certains choisiront Tobey Maguire, d'autres Andrew Garfield, Tom Holland ou Miles Morales. Les débats ne s'arrêteront probablement jamais. Mais c'est peut-être justement pour ça que Spider-Man occupe une place à part. Il ne s'est pas contenté de traverser les générations. Il appartient à chacune d'entre elles. Voilà pourquoi ce Spider-Man n'existe plus. Sam Raimi ne choisissait jamais entre l'homme et l'icône. Il faisait de la fragilité de Peter la source même du mythe. Avant les Avengers, les univers partagés, le multivers et toutes les versions qui suivront, il suffisait d'un gamin du Queens, d'un costume rouge et bleu et de New York à perte de vue. En 2002, Spider-Man n'est pas seulement devenu le plus grand héros de Marvel au cinéma, il a ouvert une nouvelle ère. Et ce jour-là, un simple étudiant nommé Peter Parker est devenu une véritable légende. Je crois que j'ai un super-héros à mes trousses. J'avais affaire dans les parages. Un an plus tard, c'est X-Men 2 qui rencontre un énorme succès en salle et qui s'impose comme l'un des plus grands films de super-héros jamais vus au cinéma. Mais Sam Raimi n'a pas dit son dernier mot puisqu'en 2004, il revient à son tour avec Spider-Man 2 et là encore, il mettra la barre un peu plus haut. C'est simple, il poussera tous les curseurs beaucoup plus loin que ce que le premier film avait commencé. Aujourd'hui, plus de 20 ans après, il reste considéré comme le meilleur film Spider-Man et comme l'un des sommets du cinéma de super-héros. Et c'est évidemment de lui dont on va parler dans la prochaine vidéo, en tout cas, si ça vous dit. Alors dites-le moi en commentaire, on peut faire les autres films Spider-Man sur la chaîne, ce sera avec grand plaisir, étant moi-même franchement fan de ces films. Abonnez-vous, vous le savez, ça soutient énormément la chaîne, et activez la cloche pour ne pas rater les sorties des prochaines vidéos. Pour le reste, vous savez ce qu'il vous reste à faire, booster, liker, partager la vidéo autour de vous ou auprès des fans de Spider-Man que vous connaissez. N'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram et TikTok, et nous on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo sur Clap Story. D'ici là, soyez heureux. Ciao. Et on a tous envie de lui faire un super câlin. Le voilà, wouh, notre ami Spider-Man. I'm not gonna stand here and wait. I'll hold on to the wings of the eagles. Watch as they all fly away. And they're watching us, they're watching us. Watch as they all fly away. They're watching us, they're watching us as they all fly away.